il m'échoit l'honneur et la responsabilité de conduire le fil de cette rencontre. Je remercie le comité d'organisation pour cet honneur, en tout cas, de me confier cette mission. Mais c'est aussi un appel du pays. Et quand le pays vous appelle, il faut toujours répondre présent. Et c'est pour ça que j'ai accepté cette responsabilité, aussi noble qu'elle soit, par les temps qui courent. Parce que nous savons très bien que beaucoup d'entre nous reçoivent un certain nombre de messages d'intimidation, de messages de dissuasion, mais ce qui nous anime le plus et qui nous tient le plus à cœur, c'est le Bénin. Au-delà des menaces, au-delà des intimidations, au-delà de tout ce qu'on peut avoir à connaître, puisque certains sont en exil, certains vivent un certain nombre de persécutions. Mais, comme notre hymne national, enfants du Bénin, debout. Et puisque nous sommes tous des Béninois, et que nous sommes présents, et que dans notre cœur, c'est le Bénin qui vibre, nous ne devons pas avoir peur. Demander à nouveau pour ceux qui se sont assis de rester debout pour 1 minute de silence pour ceux qui nous ont quittés cette année, notamment dans le cadre des violences que nous avons connues, certaines élites de notre pays, notamment je vais citer le professeur Albert Tevouedjre, je vais citer l'ancien ministre Tidiane Serpos et bien d'autres encore qui nous ont quittés cette année, pour lequel je vous invite à 1 minute de silence. Sans plus tarder, je vais inviter le docteur Alessi Agbessi pour le mot de bienvenue de ces assises. Chers compatriotes de la diaspora, venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, chers amis panafricanistes, chers compatriotes et camarades venus du Bénin, mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation des présentes assises historiques, recevez nos sincères remerciements, notre profonde gratitude pour avoir répondu aussi nombreux à l'appel pressant de notre patrie, le Bénin. Votre présence massive dans cette salle témoigne de votre amour profond pour le Bénin et votre détermination à le remettre sur les rails de la démocratie et de l'état de droit. Les présentes assises sont initiées de manière collégiale par les Béninois de la diaspora, la société civile, les organisations citoyennes et sociales de l'intérieur et de l'extérieur du Bénin, les partis politiques de l'opposition et les associations de défense des droits de l'homme. Comme vous pouvez le constater dans la salle, des délégations sont venues des 4 coins du monde pour apporter leur contribution aux travaux que nous allons effectuer aujourd'hui. Nous vous demandons d'applaudir très fort encore une fois les délégations patriotes et démocrates venues du Bénin, de la France, Belgique, Danemark, Italie, Grèce, Suisse, Espagne, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, du Canada, des Pays-Bas et même de la Chine et de la Russie, de l'Afrique du Sud, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Ghana et du Nigeria. Le comité d'organisation vous dit merci pour votre présence effective à Paris. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ensemble, tout devient possible. Et c'est justement ensemble, dans l'unité, la cohésion, la cohérence, la vérité, le désintéressement, le sacrifice, l'humilité et l'amour pour notre patrie que nous allons anéantir la dictature qui frappe notre cher pays, le Bénin. Ensemble, véritablement unis, de manière solidaire, nous allons vaincre l'autocratie qui détruit notre pays de manière dramatique. La situation sociale, économique et politique que traverse notre pays exige de nous tous de l'humilité, de la responsabilité, de la détermination et l'unité d'action. Si nous ne sommes pas unis contre le fléau qui frappe notre peuple, le risque est encore plus grand de voir se dérouler méthodiquement le programme de démolition de notre édifice démocratique qui s'est affirmé aux yeux du monde malgré son imperfection.
Ce qui nous guette, c'est la disparition complète de nos idéaux, de nos valeurs, nos principes, nos symboles, notre culture, symbolisée par le vivre ensemble, le socle de notre société, que sont la fraternité, la solidarité, l'unité nationale, la paix sociale, la cohésion sociale, la sécurité, la stabilité de notre pays. Ces valeurs qui offrèrent encore une certaine espérance. Désunis, c'est la mort assurée de tous et de chacun. Et maintenant, que devons-nous faire? La rencontre d'aujourd'hui vise à tracer un nouveau chemin, à construire un nouveau paradigme avec toutes les forces de la résistance, qu'elles émanent de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, avec toutes les partis politiques, les organisations de la société civile, les personnalités non politiques, toute citoyenne ou tout citoyen engagé dans ce combat de restauration des acquis démocratiques qui chaque jour se défont à un rythme effréné et dramatique et qui chaque jour se réduisent comme peau de chagrin. Où allons-nous avec ces assises? Parce qu'il est temps de se ressaisir, de se retrouver, de se parler et même de se reparler, de se donner la main, de mettre en veilleuse nos agendas politiques, les ambitions personnelles, privées et particulières, pour enfin donner la victoire à notre peuple qui s'est massivement abstenu, vous vous en souvenez, lors du simulacre d'élection du 28 avril dernier et qui a de fait rejeté de manière forte ce pouvoir prédateur dont le bilan social, économique et politique a été largement sanctionné par les populations. Il est également temps d'être lucide, très lucide, sur le passé, car aujourd'hui nous savons que ni les partis politiques se réclamant de l'opposition, ni les organisations de la société civile, ni non plus les personnalités engagées dans la résistance ne peuvent gagner seuls la bataille. Personne, je dis bien personne, ne pourra gagner seul. C'est ensemble, dans la sincérité, la solidarité, l'humilité, la discipline et la méthode, l'organisation et le don de soi que nous allons rendre à notre pays sa fierté et sa singularité dans le grand concert des nations. Il est enfin temps, je disais, de faire passer le pays avant les partis et les égos de chacun, la patrie commune avant le moi, le pluriel avant le singulier. Pour emprunter à une devise latine célèbre, et pluribus unum, qui signifie plusieurs, nous devenons un, l'union fait la force. Si une résistance nationale forte, crédible, déterminée et farouche ne se structure pas pour faire face au pouvoir des dirigeants de passage, le pays ira inévitablement vers des lendemains qui déchantent des désespoirs inconsolables, des désespoirs mortifères. Cette résistance nationale bien structurée à laquelle nous appelons et qui se manifeste aujourd'hui dans cette salle, dans le cadre de ces assises, doit rassembler autour de l'essentiel avec une planification intelligente des actions déterminées et courageuses à mener sur le sol national et dans la diaspora. Notre pays ne peut plus se payer le luxe d'affrontements politiciens stériles. Notre pays et ceux qui peuvent nourrir l'indifférence de nos citoyens, voire leur austérité, nous devons leur rendre grâce. Si nous n'en prenons pas suffisamment conscience, nous serons condamnés à subir pour de longues années encore la dictature des lois de la verticalité de la toute-puissance et l'hubris qui utilise les lois pour soumettre et faire peur. Or, la loi, dans son essence, elle est au service du peuple et non contre le peuple. Nous savons très bien que nos idées sont majoritaires dans le pays, mais pourtant notre voix est artificiellement divisée. C'est sur la base d'une plateforme commune d'objectifs axés sur les intérêts supérieurs de la nation que nous devons continuer à travailler à cette unité. Ce qui fait l'histoire, c'est la volonté des hommes et des femmes à travailler ensemble, à mettre ensemble leur intelligence et dépasser les différences de leurs querelles, anciennes ou nouvelles, pour bâtir un projet nouveau. La division affaiblit et amoindrit ce qu'elle divise. Encore une fois, et pluribus unum, l'union fait la force. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la majorité silencieuse de notre pays s'est exprimée à Kilibo, à Cotonou, à Tchaourou, à Savet, au prix de lourds sacrifices en vies humaines.
cette majorité silencieuse attend beaucoup de ces assises, qu'elle lui rende enfin son espoir perdu, sa démocratie confisquée, son espérance envolée, ses libertés détruites et son avenir jusqu'à présent incertain. Il est temps, il est plus que temps que toutes celles animées de bonne volonté amoureux du Bénin uni, juste et paisible, fassent un pas les uns envers les autres. Nous devons trouver les moyens de faire naître un grand mouvement de résistance nationale et les querelles d'ego surdimensionnées, les calculs politiciens et les stratégies partisanes doivent dorénavant laisser le pas devant le bien commun. Le Bénin d'abord. Notre parti doit être uniquement le Bénin pour qu'ensemble nous puissions redevenir le Bénin, notre Bénin dont nul n'a le monopole. Il est temps enfin que naisse une espérance nouvelle, comme une aube nouvelle que nous venons d'entendre, à travers laquelle nous sommes déterminés à proposer un nouveau paradigme, une résistance du réel, une résistance connectée avec la vie de notre peuple. Notre peuple désire ardemment une alliance pragmatique construite autour de la restauration d'une démocratie plus efficace. Un état de droit plus juste et surtout sur l'idée que les gouvernants sont au service du citoyen et que le rôle de l'État est la protection de la population et non sa répression dans le sang. Un État respectueux des droits humains, respectueux de nos cultures, de notre histoire, de nos racines. Un État dans lequel chacun aura sa place et le plus pauvre sera bien protégé et respecté comme le plus riche. Ainsi donc, pour cela, sans aucun doute, il est temps que cette unité, pour gagner cette lutte, soit le premier facteur de notre mobilisation, de notre détermination. Le temps est venu pour toutes les personnes qui aiment réellement le Bénin, notre patrie, notre nation et qui sont effectivement sincères dans la lutte pour le retour de la démocratie et des libertés, parlent d'une seule et même voix. L'union fait la force pour aller vers une victoire sans haine. Le temps est venu pour que nous agissions enfin en toute responsabilité pour porter une espérance nouvelle, pour que nous, cette nouvelle génération, et celle qui nous précède et celle qui nous suit, puissions dire un jour, comme le professeur Albert Thévouredjé, paix à son âme, nous avons vaincu une nouvelle fatalité. L'action pour sortir du Bénin du chaos et redonner espoir à notre peuple à travers le retour effectif de la démocratie et un programme alternatif crédible, c'est maintenant, c'est tout de suite. Nous n'avons plus de temps à perdre. De loin des 6000 km de distance, une immensité d'espoir se lève au Bénin et nous contemple avec ferveur en ce moment précis. Le monde entier a les regards tournés vers nous. Nos compatriotes attendent qu'un vent nouveau se lève et balaie les miasmes de cette dégradation éthique et morale qui gangrène notre société où l'argent a tout acheté, tout corrompu, tout détruit. La situation nationale nous impose de passer à l'action forte dans l'unité et la cohésion. L'espérance ne doit pas disparaître. Tout comme dans la boîte de Pandore, elle est restée la seule voie offerte au salut de l'humanité, l'Afrique et le monde entier nous observent. La flamme de la résistance doit continuer à briller et ne doit pas s'éteindre. Il devrait y avoir dans toute constitution un centre de résistance contre le pouvoir et par conséquent, dans une constitution démocratique, un moyen de résistance contre la démocratie elle-même et, a fortiori, contre la dictature. John Stuart Mill. Justement, notre constitution du 11 décembre 1990 nous en donne le droit. Le droit et le devoir de résister ne s'usent que lorsqu'on ne l'abuse pas. Que Dieu Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres nous inspirent durant tout le long de nos assises pour que les résultats qui en découleront soient à la hauteur des espérances. Un vent se lève. Écoutez son bruit, entendez son chant. C'est le récit de nos futures victoires. La victoire de tout un peuple, enfin uni pour porter ses doigts dans la Jatroé. Notre destin est commun et nous devons le défendre ensemble. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Plein de succès à nos travaux. Encore une fois, que les mains de nos ancêtres et notre Dieu nous bénissent et protègent notre pays. Vive le Bénin, nous en remercions.
Depuis le 6 avril 2016, date de l'avènement au pouvoir de M. Patrick Talon, le Bénin vit une crise sévère et profonde. Cette crise est à la fois politique, économique, sociale, institutionnelle, morale et éthique. Au plan politique et des libertés, il est singulier de noter le recul démocratique manifeste du Bénin avec une violation permanente des libertés et des droits, la mainmise absolue sur le fonctionnement des institutions de la République, toutes à la solde du pouvoir, la désintégration des partis politiques historiques à coups de corruption, d'audits sélectifs et d'acharnement incessant. En effet, très tôt, les partis politiques traditionnels ont été désintégrés. FCBE, RB, PSD et MADEP. Tous les maires qui n'ont pas fait allégeance au nouveau pouvoir ont été purement et simplement destitués ou révoqués et remplacés immédiatement par des personnes qui fléchissent facilement les genoux. Alada, Parakou, Ouida, Cotonou, Gogounou, Bonou, etc. Tous les partis d'opposition ont été écartés de la parodie d'élections législatives du 28 avril 2019 par des mesures d'exclusion financière. Il faut déposer 249 millions de nos francs CFA, soit 380 000 € de caution, et par des mesures d'exclusion administrative, fourniture de certificats de conformité dont l'existence légale ne se trouve dans aucun texte de la République et dont l'obtention dépend uniquement du bon ou du mauvais vouloir du ministre de l'Intérieur, qui plus est un chef de parti et candidat. Et donc, au titre des mesures d'exclusion administrative, il y a aussi le quitus fiscal délivré de façon ciblée et arbitraire par le ministère des Finances. Au final, seuls y ont participé les 2 fan clubs qui soutiennent Talon. Malgré ce braquage électoral, le pouvoir de Patrick Talon n'a obtenu que moins de 10% de participation au plan national, soit plus de 90% de boycott, une première depuis le renouveau démocratique. Le pouvoir actuel transforme notre pays de façon accélérée en dictature. Vassalisation du pouvoir judiciaire. 3 magistrats ont été suspendus de leurs fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature, dirigé par le président de la République, pour n'avoir pas suivi les instructions irrégulières du pouvoir contre des opposants. Soumission des partis politiques empêchés de faire des alliances et empêchés de fonctionner. Exil de la plupart des responsables politiques en Europe, aux États-Unis d'Amérique et dans les pays voisins du Bénin en Afrique. Censure de la presse par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC. Restriction du droit de grève à 10 jours par an consécutif. Refonte du Code du travail avec suppression des CDI, suppression des primes aux travailleurs, suspension illégale des centaines d'enseignants, fusion en un seul corps de répression de la police et de la gendarmerie et interdiction de manifestations publiques. Vous vous rendez compte? Le Bénin est le seul pays au monde où constitue une infraction un attroupement non armé de 3 personnes. Quel drame et quel recul démocratique, pire qu'en République de Corée. Corée du Nord, je précise. Après l'échec de la tentative abjecte de révision de la Constitution du 11 décembre 1990, à 2 reprises, la menace autocratique s'est transformée en traque des opposants et en chantage de toutes les voix critiques. Plusieurs personnalités, députés, maires, chefs de parti, anciens députés et anciens ministres
ont dû s'exiler pour éviter l'emprisonnement, l'empoisonnement ou l'enlèvement. Tant de personnalités syndicales, politiques, de responsables étudiants, journalistes et web activistes sont jetés en prison dans des conditions inhumaines. Au titre des otages politiques victimes de ce régime totalitaire et mafieux, on peut citer Laurent Métoyon, Bertin Corvi, Éléonore Okumassou, Sabi Sira Korogone, Sani Zakari, Gafari Adeshokan, Chabi Kader, Philippe Aboumon, Habib Randessi, Ousmane Tajoudine, Laourou Moujibou, Afadjo Bernardin, Jacob Biaou, Thibaut Ogou, Dassi Hippolyte, Joseph Aïmassé, Ismaïl Godobé, Nestor Yélégué, Alain Dampounou, Joseph Hongwedi, Rachid Yessoufou, Sounon Kani Orou, Yari Meril Djokoui, Bienvenue Ledje, Agani Balogun, Albert Afouda Timothée, Mama Kassim, Olou Albert, Alexandre Rouillor, Ibrahim Kamaradi Ibé et d'autres injustement emprisonnés. Récemment, sous pression nationale et internationale, le pouvoir en place s'est caché derrière le prétexte de la fameuse loi d'amnistie votée par son assemblée personnelle pour libérer 63 otages politiques. À ce jour, il en reste encore des dizaines dans nos prisons. Léona Biaou, Hugues Sosoupé, Kamar Wassagari, Franck Passassi, Bill Suleiman et bien d'autres jeunes sont toujours dans la clandestinité, laissant derrière eux femmes et enfants. Au titre des exilés politiques, on peut citer par exemple Sébastien Javon, Komi Couché, Valentin Djenotin, Léonce Hongbadji, Léadi Soglo, Francis Loko, Fatouma Amadou, Gibril, je précise, Joël Ajavon, Simplice Kodjo, Jean Pantin, Renaud Bossou et bien d'autres encore. Du 1er mai au 22 juin 2019, l'ancien président Boni Yahi a été séquestré à son domicile à Cotonou, placé en résidence surveillée pour ses opinions politiques. Mais avant, lui et le président Nicéphore Dieudonné Soglo et la présidente Rosine Vieira Soglo avaient été gazés et violentés par la police au marché d'Antokpa à Cotonou. Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, adversaire politique de Patrice Talon au second tour de la présidentielle de 2016, est condamné à 6 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 50 millions de francs CFA d'amende pour des accusations farfelues, sans fondement, fabriquées de toutes pièces. Il vient d'ajouter à la longue liste des persécutés. Dans le même registre, plusieurs médias indépendants tels que la Nouvelle Tribune et la télévision panafricaine Sika TV ont été fermés ou interdits de diffusion au Bénin. La radio d'expression libre Soleil FM, quant à elle, subit un piratage d'État de ses émissions. Ses fréquences sont brouillées aux heures de grande écoute dans plusieurs régions du pays depuis 2 ans. Dans le même temps, les journalistes d'investigation sont traqués dans l'exercice de leur profession. Parfait Folie, journaliste, directeur de publication du journal Le Devoir, a été arrêté le mercredi 13 mars 2019. Accusé d'avoir critiqué le ministre de l'Économie et des Finances dans un article de presse, il a été gardé à vue
et présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou le lundi 18 mars 2019. Ce même jour, il a été jeté en prison civile de Cotonou. Le 26 mars 2019, il a comparu devant un juge qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 francs CFA. Empêché de couvrir les grèves des enseignants, la journaliste Emmanuelle Sodi, correspondante de France 24 et TV5 Monde au Bénin, a été séquestrée avec son assistant Wilfried Kodo dans le collège Océan à Cotonou. Clairement identifiés en tant que journalistes étrangers, ils ont néanmoins été arrêtés, menacés et présentés au procureur de la République le 23 janvier 2018. L'accréditation de la journaliste Emmanuelle Sodi n'est toujours pas renouvelée par la HAC qui l'empêche ainsi d'exercer librement son métier. Casimir Péjo, journaliste, spécialiste des questions économiques, directeur de publication du journal La Nouvelle Économie, a été interpellé dans la matinée du jeudi 18 avril à la suite d'une interview télévisée. On lui reproche d'avoir diffusé de fausses informations sur la situation économique du Bénin. Enlevé à son domicile entre 7h et 8h du matin par des éléments de la police républicaine, il a été gardé à vue à l'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC. Présenté au procureur spécial de la fameuse Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de Talon, Casimir Péjo a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Ignace Sossou, journaliste du site internet d'actualité BeninWebTV.com, est actuellement sous contrôle judiciaire pour ses écrits. La répression post-électorale des 1er et 2 mai 2019 a fait une vingtaine de morts, des blessés graves et 64 manifestants arrêtés pour avoir tout simplement défendu leur droit de vote. Prudence, Viutu Amoussou, mère d'un bébé de 9 mois et de 6 autres enfants, dont le plus âgé a 17 ans, froidement abattu par les forces armées de Patrick Talon le 1er mai 2019 à Cotonou par des tirs à balles réelles dans le dos. Kandi Souno Abdoul Jayame, 19 ans, décédé des suites de ses blessures. La veille, il avait reçu une balle de la police à l'abdomen lors d'une manifestation pacifique à Kandi, au nord du Bénin, le 2 mai. Soulé Maman Assouma, tué à Cotonou le 2 mai 2019 par l'armée. Des tirs à balles réelles. Ambroise Biaou, cultivateur originaire de Kilibo, torturé à mort à la prison civile d'Abomey, après des manifestations populaires des 25 et 26 février 2019. Raman Sito, assassiné au quartier Pérou Guerra à Parakou, au nord du Bénin, le 28 avril 2019 par des partisans de Patrick Talon. Denis Djossou, 35 ans, détenu arbitrairement à la prison civile de Cotonou depuis le 8 mai 2019 pour attroupement non armé. Il a été blessé le 1er mai et sa main droite amputée pour avoir tenté de se débarrasser d'une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre sur la population civile. Il se trouvait à Kadiaou, non loin du domicile de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Les familles des victimes peinent à récupérer les corps du fait d'obstacles administratifs. Des manifestants blessés sont jetés en prison
et empêcher d'accéder aux soins. Lors des affrontements survenus en juin 2019, au centre et au nord du Bénin, notamment à Savè et à Tchaourou, la chaîne de télévision France 24 nous renseigne qu'au moins 10 personnes des populations civiles ont été tuées par l'armée, dont 6 à Tchaourou et 4 à Savè. La tendance du gouvernement du Bénin à la restriction de la liberté d'expression, d'association, de manifestation et à l'intimidation à l'égard de ceux qui expriment des opinions critiques concernant ces actions est notoire. Il s'agit d'une politique de répression légalement mise en place. Telle est la démocratie à la mode talon, censitaire et mafieuse. Le but de ce régime autocrate et plutocratique est bien de disposer d'une assemblée privée à sa botte afin de modifier le contenu de la Constitution à son profit. Effectivement, avec un Parlement illégal et illégitime, Patrick Talon et ses députés nommés ont attaqué, après 2 tentatives infructueuses, notre Constitution en procédure d'urgence. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, c'est la Constitution Halloween. Ce coup de force contre notre loi fondamentale touche 30% des articles de la Constitution du 11 décembre 1990, avec de nouvelles dispositions de constitutionnalisation d'un vice-président et de renforcement des pouvoirs du président de la République. Le projet machiavélique adopté par les députés nommés contient des incongruités inadmissibles pour une loi fondamentale. Notre Constitution est défigurée et taillée sur mesure pour faire de Patrick Talon un Superman politique, intouchable au-dessus de la loi, omnipotent et omniscient. Le projet reformule plusieurs articles de la Constitution, affecte certaines institutions de la République dans leur mode d'organisation, leurs attributions, leur règlement de fonctionnement, soustrait désormais le chef de l'État à la justice, y compris à la fin de ses fonctions, quel que soit le délit ou le crime commis, confisque la signature du peuple en retirant au Parlement un droit fondamental, celui de ratifier les accords internationaux, notamment financiers. Ce hold-up sur la loi fondamentale et sur notre démocratie, chèrement acquise, montre clairement que Patrick Talon et son clan de prédateurs sont décidés à s'éterniser au pouvoir, en empêchant les partis d'opposition de participer aux compétitions électorales et le peuple souverain de choisir librement ses dirigeants à divers niveaux. C'est d'ailleurs ce qui justifie la précipitation avec laquelle le code électoral, la charte des partis politiques et la loi sur le financement public des partis politiques